Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'Olivier Charnet, professeur de lettres classiques et initiateur de divers projets de reconstitution de machines antiques. Nous nous trouvons ici devant une reconstitution d'une scie hydraulique antique. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école centrale de Lyon, qui est un campus en fait d'élèves ingénieurs. Et on travaille sur la scie hydraulique, c'est-à-dire une scie hydraulique antique qui est en fait automatisée. Quand même, un des premiers trucs de l'Antiquité qui est quand même fascinant, c'est ce mouvement de bielle-manivelle. C'était le premier mouvement en fait rotatif qui a été transformé en mouvement linéaire dans l'Antiquité. Et en fait, ce mouvement en fait, il a été perdu avec les années qui ont passé et retrouvé entre le 15e et le 18e siècle. Donc vous connaissez ce mouvement sur les chemins de fer, le classique. Et donc nous en fait on a recomposé ce modèle-là, c'est un prototype, en fait il y en avait deux, peut-être trois dans l'Antiquité romaine. Et on l'a motorisé, alors motorisé parce que théoriquement en fait on avait une chute d'eau, c'était des prototypes qui étaient dans le bassin méditerranéen, un à Gérache en Jordanie et l'autre à Hiérapolis. Et en fait il y avait 2 tonnes d'eau à la minute qui tombaient sur une grande roue à auger que vous voyez là-bas, avec des augers, c'est-à-dire en fait on va dire des petits blocs qui récupèrent l'eau, c'est-à-dire pas des pales, mais simplement ça permet d'avoir une charge d'eau qui entraîne tout ça. Et ces 2 tonnes d'eau minute, en fait, on les a convertis avec des élèves lycéens en un moteur avec un couple qui reconstitue exactement la même puissance. Et donc, en fait, on a fait un mix entre la scierie de Hiérapolis et la scierie de Gérache. À Hiérapolis, on avait cet engrenage. En fait, là, on a enlevé les dents parce qu'on a un problème de pas, c'est-à-dire de réglage d'entraînement qu'on va résoudre cette année avec les élèves d'ingénieurs de l'école centrale. Et donc, tout ce système d'engrenage, ça, c'est Hiérapolis. Et la grande structure que vous voyez là-bas, ça là, ce grand cadre, en fait, ça c'est le cadre qui est celui de Gérache en Jordanie, et on a travaillé donc avec les archéologues, donc Jacques Stein, Klaus Blauer, qui avaient déjà découvert les sites et proposé déjà des reconstitutions. Nous on s'est basé là-dessus pour refaire ce modèle-là, alors en bois, mais il faut savoir qu'à la base, nous on voulait le modèle, il faut savoir qu'à la base en fait c'était une structure pierre sur laquelle reposaient les 2 modules que vous avez là. Ce qui fait qu'en fait vous aviez quelque chose qui était vraiment rigide, et nous on l'a fait en bois parce qu'en fait on voulait la déplacer dans les musées, on voulait qu'elle puisse être visible, et surtout les structures pierres à un moment c'est un peu complexe à mettre en place. Donc on a reconstruit tout ça, et ça a été un peu chaotique au début parce que je travaille en année scolaire en fait avec les élèves. C'est des projets où je fédère beaucoup de monde, et que ce soit effectivement des artisans, des élèves, des enseignants, enfin tout un quorum de personnes. Et donc on l'a amené au musée de Saint-Romain en Galles pour une expérimentation sur les journées gallo-romaines, et ça a été un truc fantastique parce que nos premiers moteurs ont cassé. Donc on s'est retrouvé à dire comment est-ce qu'on va la faire fonctionner. Donc on s'est dit bah tiens, on va utiliser les gens. Ce qui est très mal de dire ça comme ça, mais en fait ils sont venus, ils ont utilisé la roue à auger pour tourner le système. En fait, ils étaient tous comme ça, il y en avait un de chaque côté, et hop, on tournait, ça entraînait l'engrenage et donc la bielle, et ça m'attaquait la coupe de la pierre. Ça c'est quand même l'élément le plus important, cette coupe de pierre, parce que c'était une scie automatisée avec 2 cadres, un là, donc nous on en a refait qu'un parce que forcément à un moment c'est un peu complexe, et ça a découpé la pierre dure en grandes plaques de plaquage de marbre. Vous retrouvez aujourd'hui d'ailleurs sur certains bâtiments, dans les entrées d'immeubles un peu chic, où vous avez beaucoup de plaques de marbre, c'est grosso modo presque du carrelage, mais du carrelage assez épais. Et en fait on s'est basé sur le pouce romain en taille, c'est-à-dire 2,57 il me semble, pour découper là-dessus. Alors les compagnons du devoir nous ont accompagnés là-dedans, et je remercie beaucoup tous ceux qui ont passé un temps et un bénévolat, parce qu'à un moment sur des projets comme ça c'est du bénévolat, dans ce qu'ils nous ont proposé. Et en l'occurrence on a commencé sur un bloc de pierre qui est un calcaire marbrier, c'est-à-dire qu'en fait les pierres, c'est un truc fascinant, c'est-à-dire que c'est comme un dégradé, elle s'échelonne de la plus tendre, je pense que vous connaissez tous le calcaire qui est une pierre un petit peu blanche qu'on peut limite presque couper à la main ou à la scie normale, jusqu'à des pierres qui sont extrêmement dures comme le marbre que vous connaissez sans doute, et le porphyre qui est la pierre la plus dure. Ça, c'est un calcaire qui se situe entre les deux, c'est-à-dire une échelle à peu près 6-7, ça veut dire qu'elle est un petit peu dure, mais pas tant que ça. Et on a commencé à couper ça en 2018, on a fait des plaques, et ça nous a permis de faire plein de réglages sur la scie. Théoriquement, cette scie-là, elle avait 4 lames sur ce qu'on a retrouvé en traces archéologiques.
moi j'en ai décidé qu'on en mettrait 3 parce que sur l'expérimentation je voulais être sûr que ça fonctionne. 4 ça paraissait un peu compliqué par rapport au montant en fait du cadre qui est mobile. Je me suis dit on va tabler sur 3. J'avais peur à l'époque parce que j'ai appris des choses entre temps grâce aux artisans sur le bois, sur la résistance, sur la pierre. Donc on est à 3 lames. C'est pas catastrophique, ça nous donne de très bons résultats quoi qu'il en soit. Et donc en fait ce cadre-là en fait il supporte des lames qui sont en acier qu'on appelle théoriquement damassé, c'est-à-dire que c'est 300 couches en fait de métal qui sont réduites en une épaisseur on va dire de 5 mm et qui sont assemblées, c'est-à-dire soudées à la forge pour obtenir des grandes longueurs qui sont de 3,50 m, 4 m. Nous on s'est basé sur les recherches archéologiques de Jacques Saigne pour avoir les longueurs, c'est-à-dire qu'on a copié ce qui nous restait du site archéo qu'on avait trouvé pour être le plus proche possible de la réalité. Et donc ces lames elles sont plates et elles sont trempées, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont chauffées, on les trempe pour obtenir une rigidité et après on ajoute du sable et de l'eau. Et c'est l'abrasif, c'est-à-dire le sable qui est anguleux parce que c'est une structure cristalline en fait qui va arracher en fait la matière du marbre ou de la pierre pour couper et non pas les lames. Les lames elles servent simplement à plaquer et être suffisamment résistantes pour ne pas être mangées par le sable. Et d'ailleurs on a eu un problème sur une des lames qui avait eu un trempage qui était un peu loupé, ce qui a fait qu'elle a été bouffée par dessous en fait par le sable et on ne comprenait pas qu'on avait un décalage quasiment de 3 cm pendant les coupes. Et on se disait mais pourquoi donc? Et en fait parce que c'était une question de trempage. Et ça en fait c'est l'expérimentation qui nous l'apprend et je pense qu'à l'époque il devait être extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir un problème de trempage. Vu la rentabilité qu'il devait produire, parce que le monde romain est un monde où on doit avoir une rentabilité. C'est pas le truc du genre vas-y on a le temps. Non, il faut être efficace. Et donc cette pierre-là, vous avez juste là, elle c'est une pierre qui est en dureté 13, c'est-à-dire qu'en fait le maximum de la dureté c'est 14 pour les pierres marbrières. Et là c'est une pierre vraiment très dure et on s'est rendu compte que ça coupait bien mieux dans de la pierre dure que dans de la pierre semi-dure. Et en fait il coupait des plaques de marbre de manière automatique. Et une fois qu'elles étaient coupées, il les récupérait et surtout il récupérait les morceaux, ce qu'on appelle la boue en fait qui sortait sur les côtés, parce qu'en fait à force d'être écrasée, à force d'être écrasée, tu peux juste nous remontrer cette boue, la sortie juste ici. Donc ça c'est la boue de sillage. Ouais, ça c'est la boue de sillage. Et en fait c'est le sable il a été écrasé, c'est-à-dire qu'il est tout doux maintenant, un peu comme les grains de ponçage quand c'est très très fin pour le bois. Et ça permet après d'être réutilisé parce qu'il ne gâchait rien en fait. Il fallait vraiment tout réutiliser. Et il l'utilisait pour polir les statues de marbre ou les plaques, c'est-à-dire qu'il les frottait l'une contre l'autre. Et après la dernière étape, c'était Jacques Dehaze qui me disait ça sur les compagnons du devoir, puisqu'ils ont pas mal de retours là-dessus. Ils utilisaient de l'ose de sèche avec de l'huile d'olive et ça faisait justement un dernier patinage qui était hyper nickel, c'est-à-dire que la pierre était vraiment un miroir, tout simplement. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte qu'en fait la machine est hyper fonctionnelle, que logiquement l'apport d'eau à l'époque romaine en tout cas devait pouvoir la faire tourner pendant 8 heures. À 8 heures, on descend à peu près sur de la pierre dure à 2 cm à l'heure, qui est quand même relativement rapide. Aujourd'hui sur du diamanté on descend quasiment à 1 mètre à l'heure, c'est énorme mais c'est pas du tout la même chose. De toute façon c'était quoi? C'était un entraînement hydraulique? Ouais. Et ça pouvait durer toute la nuit sans... Alors, c'est un entraînement hydraulique, ça ne durait pas toute la nuit, parce qu'en fait il y avait un grand bassin d'une taille d'une piscine qui était prévu, qui était une dérivation de l'aqueduc, qui récupérait l'eau pendant la nuit, et justement le matin même, il y avait quelqu'un qui était à la vanne tout en haut, qui ouvrait la vanne, tu avais l'eau qui se déversait, donc tu n'avais pas d'arrêt, c'est-à-dire qu'il fallait que ça se lance, et si ça coinçait, il y avait quelque chose qui cassait, donc il fallait être hyper attentif. Et pendant une journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à ce que le bassin soit vide, il s'asseyait. Et hop, la nuit, il remettait la vanne, le bassin se remplissait, etc. Et on s'est rendu compte aussi que, d'après les représentations ou les restes de sites archéologiques, il devait y avoir aussi une certaine automatisation de l'apport d'eau. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus pour se dire qu'avec un canal en tuile percé, on peut avoir effectivement une sorte de petite pluie qui permettrait d'avoir un dispatch de l'eau de manière régulière. La question du sable aussi, on se dit qu'avec une sorte de tamis, on doit pouvoir tout automatiser. Après, ça reste des suppositions, de toute façon, mais on s'approche de quelque chose qui devait être le plus fonctionnel possible. On sait que les Romains aussi, ils avaient un truc fantastique,
c'est que pour la descente de ce cadre-là, qui est mobile, nous on galère un petit peu parce qu'il y a c'est de l'expérimentation de toute façon, pour avoir des systèmes de décharge, c'est-à-dire de réglage des lames pour éviter qu'elles basculent trop comme ça ou comme ça. Donc en fait on met des poids pour équilibrer la structure. Sauf qu'en fait, Klaus Grewat, c'est l'archéologue allemand qui a bossé sur Hierapolis, nous disait ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un système à cliquer, c'est-à-dire une sorte de crémaillère qui permette de clac, 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 en fonction de la descente du bloc, de descendre progressivement et d'avoir une harmonisation en fait de cette découpe. Donc ça va être cette année ou l'année prochaine, une fois qu'on aura fini de rectifier la lanterne, qu'on aura rectifié aussi toutes les forces de friction, l'alignement de la vie et de la bielle. Et à terme, on va donc mettre quelque chose, un enclos qui va être propre, parce qu'à l'école centrale, elle est en résidence ici, c'est-à-dire qu'en fait, elle va rester ici, les élèves centraliens pourront s'en servir comme projet, comme démonstration et tout ce qui va avec. Et cet objet va servir aussi à la science, parce qu'on va continuer l'archéologie expérimentale. Sur ce projet-là, je pense encore pendant 2 ans, parce qu'on a encore plein de questions qui se posent. On a aussi des comparatifs de résidus avec ce qu'ils ont trouvé sur Lyon, parce qu'à Lyon il y avait un atelier de sciage aussi, mais monolame, manuel. Et on voulait savoir avec quel sable en fait ils sciaient ici à Lyon. Visiblement on s'oriente plus vers un sable de Saône qui a un côté abrasif. Ça c'est la ville de Lyon et le service archéologique de la ville de Lyon qui nous ont fourni beaucoup de sable. Les pompiers ont plongé dans la Saône pour nous récupérer des pièces de sable et je les remercie tellement parce que ça nous permet de faire tous nos essais et c'est vrai que ça nous fait une variété de tests qui sont super intéressants en fait. Alors je reconnais qu'on ne changera pas la face du monde sur des projets d'archéo expérimental, mais ça nous permet de nous tourner vers le passé, de comprendre en fait d'où notre technologie elle vient, parce que tout ça, ça a été inventé dans l'Antiquité, on s'en sert tous les jours aujourd'hui, que ce soit les systèmes de coupe, les systèmes d'entraînement de roue et tout ce qui va avec, et c'est quand même fascinant, et c'est ce que disent effectivement les élèves, que ce soit les lycéens, les centraliens, c'est que c'est quand même de travailler sur un projet aussi important, avec autant de gens, et surtout qui permet de comprendre en fait toute notre mécanisation de notre société. Je trouve ça génial. Un grand merci à toi, puis on se dit à très bientôt, j'espère. On se dit à bientôt, et puis surtout je te remercie parce que véhiculer tout ça, et je sais que tu le fais naturellement toi, c'est hyper important. Je suis tellement content de t'avoir rencontré parce qu'on peut faire des choses larges et tu vas parler de tout ce que tu as en tête, et je trouve ça fantastique parce que ce côté de transmission est hyper essentiel, et valorisation aussi de tous les savoir-faire des gens, de l'Antiquité, le monde médiéval, parce que toi tu brasses large. Je te remercie aussi de valoriser la culture, on en a vraiment besoin actuellement parce que cette société c'est un peu compliqué. Un grand merci.